Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, il y a 40 ans et un jour, le 15 novembre 1976, le Parti québécois était porté au pouvoir avec 71 députés, c'est-à-dire 41,4% de l'électorat. Son chef, René Lévesque, avait fait une déclaration qui passerait à l'histoire, je cite, « Je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être Québécois ». Fin de citation. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis, une eau tantôt limpide et vivante, tantôt trouble et incertaine. Aujourd'hui, quel bilan tirer de ce séisme politique qui avait secoué le Canada entier? A-t-il réalisé toutes ses promesses ou certains pans ont-ils été mis sous le boisseau? Simon-Pierre Savard-Tremblay, chroniqueur à la Mission, nous donne son point de vue. Simon-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes quelque chose comme un grand peuple? Oui, bien ça, c'est l'autre part de la citation mythique que vous n'avez pas nommée. Il a dit, nous sommes... Je vous ai en laissé la Il a dit, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Ça fait beaucoup de... Peut-être quelque chose comme... Ça fait beaucoup de détours avant d'arriver à un grand peuple. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de ça veut dire, ou des trucs comme ça? Non, mais même pas, abusez pas quand même. C'est déjà un chemin assez tortueux comme ça. Et rien qu'avec ça, vous voyez tout le destin de se dérouler avec une phrase un peu... Mais écoutez aussi, c'est typiquement lévêquien, là, ce type de formulation-là. Oui. L'évêque aimait beaucoup dire « sauf erreur après avoir affirmé quelque chose, peut-être quelque chose comme un grand peuple. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. » Donc, c'est ce qui faisait aussi le caractère attachant de l'homme, hein, aussi très québécois de l'homme. Hein. Bon, si on a souvent parlé du premier gouvernement donc du PQ en 1976 comme de la République des professeurs. Oui, parce Pourquoi? que quand on regarde un peu le profil type des élus de l'époque, beaucoup étaient des intellectuels aguerris dans leur domaine. C'était pas le gouvernement le plus diplômé de l'histoire, soit du Canada, soit du Québec en tout cas. Des Camille Lorrain, des Jacques Parizeau, des Bernard Landry. C'était des têtes. C'était, écoutez, comparativement à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, il n'y a même pas, en fait, je disais comparativement, il n'y a pas de point de comparaison là, qui tienne. Et c'est un gouvernement qui est parti en chapeau de roue. Il y avait une effervescence quand même. Ah oui, non, écoutez, c'était d'abord l'élection surprise. Presque aucun sondeur ne pouvait prédire ça. On savait qu'il y avait une insatisfaction face aux libéraux, mais c'était quand même le PQ, ça faisait peur. Et puis le slogan en plus était on a besoin d'un vrai gouvernement. Une façon à peine voilée de critiquer l'ancien gouvernement. Voilà, on a besoin d'un vrai gouvernement. Mais ce qui était d'une certaine façon une nouveauté là-dedans, c'est ce slogan justement. Que le Parti québécois, pour la première fois, fasse campagne sur un programme de gouvernement et non pas sur son article 1. C'est assez nouveau aussi. L'indépendance du Québec, forcément. L'indépendance du Québec, parce que c'est quand même assez particulier. Regardons l'ensemble des épouvantails qui ont été agités dans le cadre de cette campagne. Hitler est arrivé au pouvoir, il y aurait des exterminations massives, ça serait épouvantable. Voilà, on prédisait une catastrophe économique, sociale, les fuites de sièges sociaux. Ça a eu lieu quand même. Pas tant que ça. Écoutez, c'était encore une fois un épouvantail qui a été agité. La performance économique du gouvernement Lévesque est très loin d'être à plaindre. Puis, aucun de ces épouvantails, d'ailleurs, vous l'avez nommé, il y en avait qui prédisaient l'extermination de communautés, que ce soit les anglophones ou les juifs, c'était prédit dans les jours avant. Oui. On martelait cet exemple qu'Hitler a déjà été élu démocratiquement, ce qui, en passant, est totalement faux. Ah bon, en 1933, non? Non, c'est un mythe historique. Je pourrais revenir là-dessus éventuellement. Bon, on reviendra pas à une autre chronique. Mais ça n'est jamais arrivé. Vous savez... Oui, allez-y. Mais donc, pas même l'article 1, pas même de tous ces épouvantails agités-là, aucun n'est devenu réalité, pas même l'indépendance du Québec. C'est rassurant ou pas, selon le point de vue, évidemment. Vous souvenez-vous, Simon-Pierre Savard-Tremblay, d'un livre? Moi, j'avais vu le titre et je m'étais esclaffé. Bilingual Today, French Tomorrow, Trudeau's Master Plan and How It Can Be Stopped. Bilingue aujourd'hui, français demain. Le plan, l'agenda secret, si vous voulez, de Trudeau et comment il faut l'arrêter. C'était d'un Jock Andrew, qui était officier naval canadien retraité. Ça vous dit quelque chose? Non, mais il faut mal connaître Trudeau. Je vous vois venir. Là. Mais attendez une seconde, parce que la loi sur les langues officielles a été votée en 68, et donc
cet auteur disait que la politique de bilinguisme officiel de Pierre Elliott Trudeau était un complot pour transformer le Canada en pays unilingue francophone en instituant une discrimination linguistique contre les Canadiens anglophones. Et il paraît que ce bouquin aurait inspiré la formation d'un groupe qui s'appelle Alliance pour la préservation de l'anglais au Canada. Tout ça, c'était provoqué par l'élection de René Lévesque en 1976. On en est loin. Oui, mais d'autant plus que Lévesque et Trudeau avaient eu des rapports amicaux dans le passé. Il y avait une part de militantisme commun qui s'était fait entre les deux. Tout à fait. Sauf que c'était quand même très mal connaître Trudeau. Oui, une part de son projet a été de bilinguiser le Canada. Bon, il y a une part de son projet qui a déplu profondément au Canada anglais, là, ce qu'on appelait le French Power. Oui, tout à fait. Sauf que c'est aussi ce même homme qui a favorisé un régime constitutionnel qui fait en sorte qu'à peu près tout l'héritage du gouvernement Lévesque a été invalidé au fil des temps. Après 82, oui. Revenons quand même un petit peu. Ce gouvernement de 76 a mis les bouchées doubles. Il y a eu des tas de réalisations. Enfin, on les compte plus, hein, mais on a tendance à oublier un petit peu toute la gloire qui a accompagné ces premières années. Il y a eu des tas de machins qui ont été... Écoutez, la Charte de la langue française, forcément. Ça, c'en est un exemple. Mais qu'en reste-t-il, la Charte de la langue française? Alors ça, c'est toute la question. Dès qu'il y a des trucs liés à l'identité, à la mémoire, tout ça a été charcuté grâce à des recours, enfin à cause plutôt de recours auprès de la Cour suprême du Canada. C'est ce qui est intéressant, justement, quand on regarde cette Charte de la langue française, qui nous est donné, qu'on connaît davantage sous le nom de loi 101, mais qui nous est donné perpétuellement en exemple. Comme quoi, regardez ces signes que dans le Canada, on peut s'épanouir. On n'a pas besoin de l'indépendance. La Charte défend déjà le français, nous protège déjà. Sauf que quand on regarde le double recul dans cette charte-là. Double? Oui, double, autant dans la portée symbolique, parce qu'on constate que on lit les discours de Camille Lorrain, le ministre responsable en 77, et c'était clairement une reconquête. C'était une reconquête nationale dans son esprit, une réinvasion culturelle. Et là, aujourd'hui, on voit ça comme une espèce de mesurette qui va nous permettre d'avoir des services en français si on en fait la demande. Autrement dit, le niveau de désir, le niveau d'expectative a été singulièrement attiédi. Oui, d'une part, et sa portée réelle, bien entendu. On l'a édenté complètement. Elle a été modifiée, surmodifiée et surmodifiée, ce qui fait qu'on a enlevé tout le mordant, on a enlevé tout ce qui faisait que le français était la langue commune du Québec. Donc, finalement, ce qui reste de la loi 101 aujourd'hui, je vois ça, notre rapport à la loi 101, je vois ça un peu comme notre place dans le Canada, c'est-à-dire un mélange de confiance imaginaire, mais de recul réel en même temps. Stéphane Dion a déjà dit que la loi 101 était une grande loi canadienne, il avait peut-être raison au final. Oui, parce qu'elle a enlevé tout le mordant, il n'en reste plus rien. Simon-Pierre, ça va trembler. Il y a des étrangers m'ont dit une chose qui était très juste, c'est-à-dire que cette loi 101 a permis, en étatisant la défense de la langue française et en la sortant de la défense de la part des familles et des individus et dans la rue à droite et à gauche, de se défausser d'une responsabilité. C'est-à-dire qu'on est protégé par la loi 101, on peut donc parler en anglais dans la rue et on peut très bien ne plus parler français puisqu'on est protégé par la loi 101. À terme, ce raisonnement fait que on va être protégé par une loi 101 et puis on le dira en anglais. Et ben voilà, écoutez, c'est protected by Bill 101. Bill 101, c'est ça, voilà. Non, effectivement, puisque vous dites, ça va un peu dans la même lignée que ce que je vous disais juste avant. La double portée symbolique et la portée réelle a chuté, ce qui fait qu'on se croit en sécurité avec ça, alors que c'est complètement faux. On fait comme pour citer Gérard Deltel, on se met la tête dans l'autruche, littéralement, avec ça. On dirait un péronisme. Mais il y a beaucoup de choses, comme il faut rappeler ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? La loi sur le financement des partis politiques en 77, la loi anti-briseurs de grève en 77, la création de la SAQ en 78, il y a eu le ministère de l'Environnement, il y a eu la création du international. Tout à fait. Le Fonds de solidarité, la réforme de la famille, création des normes de la Commission des normes du travail. Ils n'ont pas chômé en quelques années. Hein? Oui, puis la réforme du financement des partis politiques, tout à fait importante. Réforme plutôt assurance automobile sans regard sur la responsabilité. Le no-fault, oui. Oui, le no-fault. Zonage agricole, très important. Ah oui, c'est vrai. Donc, tout ça, c'était les mesures de souveraineté alimentaire du ministre Jean Garon qui a véritablement mené une politique forte en la matière. Vous avez écrit, Simon-Pierre, ça va trembler, dans votre blog du Journal de Montréal, donc un texte vraiment mi-figue, mi-raisin, plutôt mi-raisin que mi-figue même. C'est bien dit. Hein? C'est à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, c'est ça? Oui, exact.
Votre ton est nettement mélancolique, si j'ose dire. Bon, on connaît les entorses à la loi 101. Il y a quand même beaucoup d'acquis qui restent. Il en reste, mais rien qui véritablement renversait le rapport de force, et c'était le but. La loi 101 était une mesure qui renversait le rapport de force. Il y a la loi 101, mais il y a plein d'autres lois. La souveraineté agricole, c'était une mesure qui renversait aussi le rapport de force. Il n'en reste pas grand-chose. Oui. Donc, toutes les petites avancées timides dans la douleur comme ça qui se font au sein du Canada sont appelées ultimement être balayées. C'est aussi simple et triste. Vous en faites une loi, carrément. Écoutez, nous vivons dans un régime qui nie notre distinction nationale et qui, de surcroît, vit dans la dynamique de la mondialisation, qui laisse de moins en moins de place aux régions éloignées où véritablement on se recroqueville sur les grands centres qui doivent, eux, être interconnectés et sortir du cadre national. Donc, dans un tel contexte, que voulez-vous qu'il reste à l'État québécois comme moyen de développement? Oui, évidemment, j'ai pas de réponse. Il y a également, l'État québécois avait toujours comme une arme la menace référendaire, et même avant 1976. C'est-à-dire que à Ottawa, on disait si vous fâchez trop les Québécois, ils peuvent très bien dire coucou, on va faire un référendum, on a le peuple derrière nous. Ça, c'était vraiment, et ça, c'est une arme qui s'était moussée avec le temps. Alors ça, le référendum, c'est justement ce qui, en grande partie, a causé la perte des souverainistes. Parce qu'on a perdu le référendum, c'est ça? D'une part. Parce que justement, comme on a perdu le référendum, ça veut dire qu'on fait reposer tous les espoirs, toute la construction du pays québécois reposerait sur un seul grand soir, sur une seule nuit. Puis rendu là, dites-vous qu'il faut bien la choisir, cette date-là, dans le calendrier. Si tout repose là-dessus, ça veut dire qu'il faut pas faire d'erreur, là. Puis là, on va se mordre les doigts après en se disant que peut-être une semaine plus tard, ça aurait été mieux, ou une semaine plus tôt, on l'aurait peut-être gagné. Puis bref, toutes sortes de débats. À quel moment l'humeur populaire va être au rendez-vous? Est-ce que nos campagnes de pub vont être à la hauteur? Est-ce qu'on va être capable d'additionner assez de oui pour dépasser le 50% plus ça? Oui. Puis tout ça, vous savez, avant 1976, le Parti québécois avait fait 2 élections en disant si nous prenons le pouvoir, nous faisons l'indépendance. Ça voulait pas dire un simple vote au Parlement, là. Ça voulait dire on fait un paquet de gestes qui construisent l'État québécois, qui vont dans le sens d'un pays québécois. Ce que vous dites, c'est que le péché du PQ, enfin, tu vois, les 40 ans qui ont suivi ont fait que tout le désir populaire d'une indépendance se concentrait juste sur le grand soir, alors que le gouvernement aurait dû faire... tout est finalisé vers l'indépendance. Parce qu'entre 70 et 73, avec un programme de construction réelle de l'indépendance, le PQ a certes perdu un siège à cause de la carte électorale, mais il a augmenté de 7 points. C'est énorme, passant de 23 à 30, c'est énorme. D'ailleurs, le PQ ne fait même plus 30 aujourd'hui lors de la dernière élection. Bon. C'est énorme, monter de 7 points en 3 ans. En plus, avec la crise d'octobre, l'adéquation séparatisme égale terrorisme, malgré ça, une hausse de vote de 7 points, c'est gigantesque. J'imagine, oui. Donc, au moment où, au lieu de se dire, nous montons, nous sommes en train de gravir les échelons, au contraire, ils se sont dit, nous plafonnons. Et là, ça a été l'intégration du référendum. Moi, j'ai pas de problème à l'idée d'un référendum comme moyen. Autrement dit, de dire on améliore notre rapport de force, Ottawa veut rien savoir, on a peut-être plafonné dans nos gestes, donc maintenant, nous retournons, on s'en remet au peuple, puis après ça, on peut se retourner vers Ottawa et dire « Haha, t'as vu le monde est de mon bord. » Ça, c'est une chose. Mais à partir de 76, l'élection ne porte plus sur la raison d'être du PQ, elle porte, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le vrai gouvernement. Donc, nous allons mieux gouverner dans les logiques de la province de Québec. Et la réalisation de notre raison d'être est si peu une urgence qu'on s'en remet à une autre consultation que l'élection. Mais n'est-ce pas plus sage, Simon-Pierre Savard-Tremblay, de tout subsumer sous l'indépendance quand on est indépendantiste? C'est-à-dire que toutes les mesures que l'on fait aujourd'hui à droite et à gauche, en éducation, en santé à droite et à gauche, ne sera finalisée que vers l'indépendance qui sera, si vous voulez, qui viendra automatiquement. Aujourd'hui, on dit on veut mettre la charrue avant les bœufs, il me semble. On met d'abord l'indépendance et ensuite tout ira bien. C'est pas l'inverse qu'il aurait fallu avoir comme raisonnement? Je vous dirais que tout dépend des gestes qui sont posés par l'État. Il faut bien entendu bien utiliser les pouvoirs qui sont garantis par la province de Québec. Par contre, il faut aussi des gestes plus forts qui sortent du cadre provincial, comme la loi 101 en est un exemple, comme la souveraineté agricole de Garon en est un exemple aussi. Il faut que ce genre d'acte soit posé. Parce que si nous nous contentons d'une simple gouverne
à l'intérieur des limites de la province, surtout à une époque aujourd'hui où le Québec est de plus en plus difficilement gouvernable, vous tombez dans le piège du bon gouvernement. C'est-à-dire que si vous êtes un bon gouvernement, vous montrez que la province de Québec se gouverne déjà très bien par elle-même. Et qu'elle n'a pas besoin d'être indépendante. Et voilà. Et si vous êtes un mauvais gouvernement, vous ne donnez envie à personne de faire un pays avec vous, alors que vous n'êtes même pas capable de gouverner une simple province. On est donc coincé? On est coincé si on ne sort pas de ce paradigme-là. Et comment faire pour en sortir maintenant en 2016? Mais il faut être capable de revoir nos façons de voir les choses. Là, avec Jean-François Lisée, une chose est claire, il n'y aura pas de référendum au cours du prochain mandat. Donc, au moins le prochain congrès du Parti québécois ne sera pas le théâtre d'affrontement de guerre de calendrier. Est-ce qu'on doit le faire dans la première semaine du 8e mois de la 2e année, ou encore faudrait plutôt le faire un an plus tôt? Bon, toutes sortes de débats comme ça qui ont mené un éloignement tellement clair par rapport aux priorités du citoyen. Par exemple, la dernière campagne, c'était tellement facile pour Philippe Couillard de dire eux, c'est le référendum, eux, c'est la guerre de drapeau, eux, c'est le drapeau à l'ONU, autrement dit, les lubies qui ne vous intéressent plus, et nous, c'est les vraies affaires. Les vraies affaires, éducation, économie, santé. Donc, c'était facile, à partir du moment où les souverainistes sont eux-mêmes séparés, la gestion, l'administration, la gouvernance, les enjeux quotidiens, les enjeux vitaux de leur raison d'être, ben, c'est évidemment facile pour les adversaires des souverainistes d'embarquer pleinement là-dedans. Vous avez le choix entre les deux. Tout à fait, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Il y a un binôme qui m'arrive en tête, c'est deux mots, gouverner et gérer. On est davantage dans la gestion aujourd'hui que dans le gouvernement. Oui, tout à fait. En fait, on appelle ça la gouvernance. J'ai utilisé le terme, j'aurais pas dû, parce que la gouvernance a remplacé le gouvernement. Ça, c'est la petite gestion, la petite semaine. C'est pas de grande vision. C'est inquiétez-vous pas, nous allons attirer des investisseurs, créer X nombre d'emplois. C'est ce dont j'ai traité finalement dans l'État succursal. Ça manque de noblesse, en un sens, ça manque d'élévation. Oui, absolument. Ben, finalement, c'est des gérants de services à la clientèle qui nous gouvernent aujourd'hui. Est-ce que le PQ ne pourrait pas, ou les tenants de l'indépendance ne pourraient pas profiter de ce premier mandat hypothétique du Parti québécois, une fois qu'il sera au pouvoir, si jamais ça arrive, d'essayer d'avoir un rapprochement avec les communautés culturelles? L'idée d'indépendance est une idée très québécois de souche. Je sais qu'il y a eu Jean Alfred, le premier député péquiste, et lui était haïtien. Élu en 76, par exemple. Il y a eu beaucoup d'immigrants aussi qui sont pour la question nationale. Est-ce qu'il n'y a pas un chantier là que l'on peut travailler entre-temps avant de revenir à l'idée nationale formellement? Ben, écoutez, et une méfiance. Oui, bien sûr, tout le monde est pour la vertu, bien que des efforts ont été posés pour tendre la main aux communautés culturelles. Oui. Tout le monde est pour la vertu, mais je pense qu'une véritable intégration, d'ailleurs, va passer par une utilisation des outils d'intégration que nous avons. J'ai pas compris. Nous avons des outils d'intégration avec l'État québécois. Oui. Des manières de franciser, des manières d'enseigner l'histoire, des manières d'intégrer les nouveaux arrivants à un système d'éducation où ils vont côtoyer des Québécois et en faire des Québécois ici. Ben, utilisons-les. Oui, utilisons-les, ces moyens. Parce qu'on les a à disposition, mais on a souvent l'impression que c'est comme un outil un peu maladroit. Écoutez, c'est extrêmement difficile de traiter de ces enjeux-là. Par exemple, quand il est question, quand quelqu'un qui s'appelle Makakoto, qui n'est quand même pas quelqu'un qu'on pourrait dire blanc de souche, raciste, xénophobe. Là. Pas vraiment, non. Quand il questionnait le gouvernement libéral à savoir comment pouvez-vous penser augmenter les seuils d'immigration quand vous ne financez pas la francisation, quand vous coupez dans l'un et que vous augmentez l'autre, c'est un suicide. Puis là, il se fait répondre, vous soufflez sur les braises de l'intolérance. Comment voulez-vous? Donc la pensée magique est du côté plus des libéraux que des péquistes, dans cet exemple. On pourrait dire qu'elle est souvent également répartie. Simon-Pierre Savard-Tremblay, merci infiniment. À la semaine prochaine. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, la semaine de la justice réparatrice et Donald Trump dans les pas de Ronald Reagan, point d'interrogation. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis à demain et vous invite fortement à rester à l'antenne de Radio-VM entre-temps.